Bon, je connais quand même beaucoup d'entre vous, mais pas tout le monde. Donc, Olivier Duc, premier adjoint en charge de la transition, notamment, de la vie touristique également, mais la transition, c'est ce qui nous concerne par rapport à ce cycle de conférences. D'autres, on est effectivement très fiers, comme disait Jordan, parce qu'on arrive à avoir vraiment des exposés qui sont hyper intéressants pour nous et pour le territoire, pour les vacanciers. L'idée, c'est effectivement de le partager au plus grand nombre. Et on est content quand les chaises sont bien remplies, parce que on a le sentiment que effectivement, les gens s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. Surtout que c'est spontanément, on va dire que c'est pas les sujets les plus sexy, comme ça, quand on parle des zones humides. J'avoue que moi, il y a 10 ans, je ne savais pas trop de quoi on parlait. Donc, finalement, en creusant, plus on creuse les sujets, plus on se rend compte que c'est passionnant et plus on se rend compte que tout ce qu'on fait, la main de l'homme a un impact sur tous ces milieux et qu'on a besoin de les préserver, de bien les connaître pour préparer l'avenir, pour qu'on ait une vision durable de notre territoire. Donc voilà, sur Tignes, on est particulièrement concerné par le sujet. Après, si vous voulez dire un mot de chiffre en particulier. Je pense qu'on en parlera en discussion. Effectivement, c'est des milieux qui sont souvent dégradés parce qu'il y a une connotation un peu historique négative sur les zones humides, c'est le milieu à drainer. Et on a des projets de réhabilitation de certaines zones humides pour leur redonner des fonctionnalités écologiques qui se rapprochent de leur état naturel. Voilà. Mais on en parlera par la suite. Surtout que spontanément, comme ça, en tant qu'usager, on a plus envie de les assécher parce qu'on dit que c'est pénible de marcher dans les zones humides. Voilà. En fait, ça a tellement de vertus qu'on va découvrir, un peu plus aujourd'hui. Et voilà, et tout ça, ça s'inscrit évidemment dans une démarche globale que porte la mairie, les municipalités, avec l'ensemble des élus. Et je remercie encore l'ensemble des équipes qui travaillent sur le sujet. Jordan est aujourd'hui, on en aura également qui accompagne le projet de transition avec une grande conviction. On a Boris qui suit ça et qui relaie tous les éléments à la communication. Et voilà, on sent qu'il y a un vrai engouement, une vraie volonté de l'ensemble des agents et puis même globalement des tignards pour qu'on travaille à ce qu'on propose un avenir qui soit plus responsable autour de notre environnement. Donc voilà, je vais laisser dérouler l'exposé. Merci à tous et bonne conférence. Et puis voilà, l'idée c'est que ce soit interactif, en tout cas. On est en petit comité, c'est ce qui permet d'avoir des échanges assez faciles. Merci à tous et bonne conférence. Merci. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais. Bon, je vais essayer de ne pas oublier que j'ai un micro. Merci Jordan de m'avoir invité pour présenter ces quelques éléments sur les zones humides. Merci à tous d'être là ce soir. Presque toutes les chaises sont pleines, donc c'est super. Alors, juste quelques précisions par rapport à ce qu'a dit Jordan. Moi, je suis ingénieur de recherche, même si aujourd'hui, je suis un peu touriste à Tignes depuis le début de la semaine. Et effectivement, on a travaillé sur pas mal de projets. Alors, la problématique, c'est les interactions eau souterraine, eau superficielle, ce qui dit plus simplement, on essaie de regarder quels sont les échanges d'eau entre des rivières et des nappes phréatiques, par exemple. Alors, quel rapport avec les zones humides, vous allez me dire? On a eu dans le cadre donc, de projets soutenus par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et la zone atelier et bassin du Rhône, un projet sur lequel on a dû travailler. Donc, on voit une petite photo à l'époque où Jordan était à l'école des mines, qui travaillait avec moi, où on a dû réfléchir au rôle de soutien d'étiage des zones humides. Savoir si elles étaient capables de stocker de l'eau pendant la période humide et puis de restituer cette eau en période sèche pour alimenter les cours d'eau ou les rivières. Donc, dans le cadre de ce projet, je ne veux pas tout présenter aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup de choses de 2015 jusqu'à quasiment 2022. J'ai plutôt essayé de vous présenter de manière rapide puisque Jordan m'a dit qu'il fallait centrer il fallait laisser de la place au débat. Je vais essayer de vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est qu'une zone humide, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quelles sont les menaces, et puis essayer de regarder, une fois qu'on aura vu les quelques éléments pour les préserver, quel sera le futur
qui attend ces zones humides compte tenu des trajectoires du monde actuel. Alors d'abord, les définitions de zones humides. Alors c'est comme d'habitude, on dit zone humide, et alors il y en a tout un tas de zones humides. Alors j'ai essayé de récupérer des définitions qui font un peu consensus avec quelques mots-clés à retenir. Donc ces définitions sont issues du glossaire aux France, et ce que ça met en avant, c'est que l'eau est l'élément central des zones humides. C'est l'eau qui va contrôler les milieux naturels, les habitats, la faune et puis la flore. Alors par eau, on entend aussi des origines qui peuvent être variées. L'eau peut venir de la pluie, des cours d'eau, des eaux souterraines qui peuvent alimenter les zones humides. Ce sont des espaces de transition. En écologie, on parle d'écotones. Donc ici, ce sont des espaces de transition entre l'eau, la terre et puis l'atmosphère. Donc c'est un triple espace de transition. Ce sont des milieux qui sont fortement humides, tant du point de vue des sols que de la végétation qui s'y trouve, et qui sont reconnus pour une forte potentialité biologique. Donc ça veut dire une biodiversité importante et parfois originale, puisqu'on ne trouve certaines espèces que dans les zones humides. Et puis, on le verra un peu plus loin, des milieux qui peuvent avoir tout un tas de fonctions écologiques, hydrologiques, qui peuvent pour certaines s'avérer très utiles à l'homme. Alors du point de vue réglementaire, je vous ai mis la petite phrase du code de l'environnement qui reprend un certain nombre de ces éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, pour décider si une zone est humide ou pas, on se réfère à un référentiel pédologique. Donc il faut que les sols soient d'un certain type pour qu'on qualifie un endroit d'une zone humide, ou qu'on ait une végétation spécifique, dite hydrophile, qui aime l'eau, qui s'y trouve. Alors je sais que ce tableau pique un peu les yeux, parce qu'il est petit, c'est écrit petit, il est grand, il y a plein de choses dedans. Alors si on peut, comme on l'a vu précédemment, déterminer une zone humide après une étude des sols ou une étude de la végétation, on peut aussi se fonder sur la notion de milieu ou d'habitat. Alors globalement, la notion d'habitat est un petit peu plus scientifique que la notion de milieu. Elle décrit des milieux de vie dans lesquels on trouve un certain nombre d'espèces de faune et de flore. Alors ce que vous pouvez voir dans ce tableau, ce sont la liste des zones humides qui ont été inventoriées dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et Corse. Donc on voit, il y a des types de zones humides, des sous-types, et des renvois, parce que c'est jamais simple, avec d'autres nomenclatures. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Voilà, ici la nomenclature Roméo, la nomenclature Corinne Landcover. Donc c'est relativement vaste, les zones humides, si on prend comme entrée la notion de milieu ou d'habitat. Grosso modo, si on regarde le tableau, ça va des milieux plutôt salés à des régions d'étangs. Donc, des centaines de types, enfin des dizaines au moins de types de zones humides. Alors, il y a une autre façon d'approcher ces zones humides, c'est avec la notion de fonction. Donc, cette fois, on essaie de s'intéresser à comment marchent ces zones humides, comment elles fonctionnent. Et souvent, leur fonctionnement, il est conditionné par des arrivées d'eau et des pertes d'eau. Alors, on a tout un tas d'auteurs, je vous en ai mis quelques-uns ici, qui ont essayé de fabriquer des typologies de fonctionnement des zones humides en fonction de la nature de l'eau qui circule à l'intérieur. Alors, les entrées d'eau principales, ça peut être la pluie, qui va alimenter une zone humide. Donc, c'est ce qui est marqué P. SW, c'est surface water, donc c'est des eaux superficielles qui peuvent alimenter les zones humides. Le I, c'est pour input, donc une entrée d'eau. On a le GW, alors je ne sais pas si ça marche ce truc-ci. Vous voyez, moi je ne le vois pas. Le GW, c'est groundwater, donc des zones humides qui sont alimentées par des eaux souterraines, donc ça en entrée. Et en sortie, ça peut être un peu la même chose, c'est-à-dire que la zone humide en gris, ici, peut restituer de l'eau à un exutoire par surverse, donc vers une rivière, ou alors par des pertes, alors je ne sais pas s'il y a un schéma, voilà, ici par des pertes plutôt diffuses,
va infiltrer de l'eau vers les eaux souterraines. J'ai oublié un élément important, l'évapotranspiration, qui est aussi une source importante de perte d'eau pour les zones humides. Donc en fonction de la manière dont les eaux vont rentrer dans la zone humide, vont être stockées dans la zone humide, puis vont en sortir, on a tout un tas de zones humides différentes. Alors ces approches sont intéressantes parce qu'elles sortent un petit peu de l'approche écologique, qui a été importante pour caractériser ces milieux, pour essayer de les regarder sous un angle plutôt hydrologique et comprendre leur fonctionnement de manière un peu plus complète. Alors, dans le cadre de cette présentation, comme nous on a travaillé sur les tourbières, je vais vous présenter quelques exemples sur les tourbières. Alors, c'est des milieux qui sont intéressants, les tourbières, parce qu'ils regroupent un certain nombre de caractéristiques qui sont intéressantes pour moi dans le cadre de cet exposé. Alors, une tourbière, c'est quoi? D'abord, c'est de l'eau. Pour qu'on puisse avoir les conditions nécessaires à la formation d'une tourbière, il faut qu'on ait un milieu qui soit saturé en eau pendant au moins 9 mois de l'année, avec des précipitations relativement abondantes. Une tourbière, c'est aussi de la biodiversité. Donc beaucoup d'espèces, dont certaines sont inféodées ou caractéristiques, qui ne peuvent vivre que dans des tourbières. Et une espèce en particulier qui s'appelle la sphaigne, pour les tourbières sur lesquelles j'ai travaillé, qui est une mousse. Et cette mousse a la particularité de croître dans des milieux qui sont très acides et très peu oxygénés. Et c'est souvent le cas des eaux des tourbières. Pour vous donner une idée, on peut avoir des pH qui atteignent 4 dans les tourbières acides. L'acidité de l'eau combinée au faible taux d'oxygène dans ces milieux a tendance à réduire de manière très forte la décomposition de la matière organique qui va s'accumuler. Et au final, la tourbe, puisqu'on parle dans une tourbière, il y a de la tourbe, c'est toutes ces sphènes qui sont mortes, mais qui ne sont pas décomposées, et qui vont pouvoir s'accumuler sur des épaisseurs qui sont relativement importantes. Par endroit, on peut atteindre plus de 10 mètres d'épaisseur de tourbe. Si, pour une raison ou pour une autre, ces milieux s'assèchent, on dit que la tourbe va se minéraliser, c'est-à-dire qu'elle va se décomposer un peu comme un compost ou un tas de végétaux au fond du jardin, sous l'action de micro-organismes. Cette matière végétale va se retransformer en gaz et en minéraux. Et là, on ne pourra plus parler de tourbe puisque l'accumulation n'aura plus lieu et même elle sera détruite. Et qui dit stock de tourbe, dit stock donc de végétaux morts, dit aussi stock de carbone, comme je vous l'ai indiqué ici. Donc une tourbière, c'est 3 trucs, c'est de l'eau, une biodiversité vraiment très particulière, parce qu'il faut des organismes qui puissent vivre dans des pH faibles ou forts, parce qu'il existe d'autres types de tourbières aussi qu'on dit alcalines, et puis un gros stock de carbone. Alors si on regarde cette petite carte de l'inventaire mondial des tourbières, on voit que grosso modo, on trouve toutes les tourbières à des latitudes qui sont comprises entre 50 et 70 degrés nord. Donc des endroits où il pleut beaucoup et où il ne fait pas trop chaud. Donc des endroits qui sont propices à la conservation de cette tourbe du fait de l'importance de la quantité d'eau. Donc c'est des tourbières que vous avez peut-être eu l'occasion de voir dans des documentaires ou à la télé, quand on voit dans les grands espaces, soit du nord de la Russie ou du nord de l'Alaska ou du Canada, voire les tourbières qui sont un peu emblématiques en Écosse ou en Irlande. En France, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Alors il y en a, mais c'est des surfaces qui sont restreintes. Je voulais juste signaler l'autre zone de tourbière ici sur l'équateur. Il fait chaud, mais par contre il pleut beaucoup. Et on a ici vraisemblablement la plus grande tourbière du monde qui a été découverte il y a quelques années, dans le bassin du Congo, dont la superficie fait 1/3 de celle de la France, et qui stocke à peu près 30 milliards de tonnes de carbone à elle seule, donc c'est un volume considérable. Donc c'est, comme certains auteurs le disent, une bombe à retardement climatique, s'il y a moins d'eau dans ces milieux, ou s'ils sont drainés, ou s'ils changent de destination. Donc voilà pour le panorama global. Si on regarde au local, les tourbières, alors c'est pareil, il y en a plein de types, je vais passer peut-être
un peu vite, mais je vais vous présenter les deux types un petit peu emblématiques des tourbières. Alors on ne voit pas très bien, mais vous avez celle-là. Alors en langage scientifique, on parle de tourbières soligènes, mais ce sont plutôt, dans le langage commun, on dirait des tourbières de pente. Ce sont des pentes sur lesquelles on a une eau souterraine qui circule. Donc ce sont des tourbières qui sont alimentées par des eaux souterraines et qui vont, des eaux souterraines qu'on dit oligotrophes, donc avec peu d'éléments minéraux à l'intérieur, avec des températures relativement stables, et qui vont permettre le développement sur des pentes de tourbes et de végétaux de tourbières. Alors elles sont rarement très épaisses et on les qualifie de minérotrophes, puisque c'est des tourbières dans lesquelles on va avoir des éléments qui auront été dissous par les eaux souterraines. Donc ça, on va dire que si on prend la gamme des tourbières, c'est un type, voire un pôle de type spécifique de tourbière. De l'autre côté, on a ici des tourbières dites bombées qui, elles, vont essentiellement fonctionner avec de l'eau de pluie. Donc elles vont stocker l'eau de pluie et les sphènes vont stocker l'eau de pluie et en acidifiant le milieu vont être relativement seules à pouvoir vivre là-dedans et au final vont créer ces structures un peu bombées sur lesquelles au bout d'un moment, quand il n'y a plus assez d'eau, on voit comment ça va se développer des petits végétaux ou des petits arbres. Donc là, on parle de tourbières ombrotrophes qui sont alimentées uniquement par les pluies. Entre les deux, on peut avoir des complexes qui sont mixtes avec des tourbières qui peuvent être alimentées en même temps par la pluie et par les eaux souterraines. Donc voilà très rapidement qu'est-ce que c'est qu'une tourbière. Alors on peut se demander à quoi ça sert toutes ces zones humides et toutes ces tourbières. Alors aujourd'hui, on approche souvent la question à l'aide des services écosystémiques. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler des services écosystémiques, mais globalement, la question qu'il y a derrière, alors je vous ai mis la définition de ce terme, c'est quel service peut assurer un milieu pour l'homme. Il y a en général une notion économique derrière. En gros, combien ça nous coûterait si on détruit un milieu naturel pour assurer le même service. Par exemple, un service d'auto-épuration de l'eau qui est souvent cité en exemple pour les marais. Donc si on n'a plus de marais, on perd ce service et parfois, trouver une solution, on va dire, technique coûterait plus cher que de laisser la nature faire elle-même. Alors ces services écosystémiques, alors il y a pas mal de gens qui en parlent, il y a pas mal de catégories aussi. Donc je vous en ai mis quelques-uns qui sont souvent cités pour les zones humides. Alors le premier, c'est un service de support, c'est-à-dire on considère que la biodiversité est un service pour l'être humain. Alors par exemple, là, vous avez certaines plantes qui ont des usages médicaux. Donc si ces plantes disparaissent, il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour fabriquer les substances qu'elles contiennent. Ensuite, on a des services d'approvisionnement donc, qui sont plus aisés à comprendre directement. La tourbe a été longtemps exploitée comme combustible. Ce sont des milieux qui peuvent être intéressants pour l'agriculture, la sylviculture, voire la production de produits alimentaires. On estime, alors il faut toujours se méfier avec ces chiffres généraux, mais on estime qu'aujourd'hui, 1 personne sur 8 dépend des zones humides pour leur alimentation. Donc si on les supprime, il faudra qu'ils trouvent un autre moyen pour manger. On parle aussi de services de régulation, donc d'auto-épuration des eaux. En général, elles ont une bonne capacité d'auto-épuration de la matière organique, les zones humides, jusqu'à un certain point évidemment. Si on le dépasse, là, elles ont du mal à épurer. Et puis, tout un tas d'autres services, alors qu'ils sont un peu plus sujets à caution, d'après ce qu'on a pu étudier sur quelques sites. On les cite souvent en exemple comme un effet tampon des crues, donc elles vont se remplir et empêcher les cours d'eau de déborder, ou au contraire, stocker de l'eau à l'étiage et la restituer, stocker de l'eau pendant la période pluvieuse et la restituer quand il fait sec. Ce rôle, même s'il existe, est souvent assez faible dans les cas qu'on a pu étudier. Et puis le dernier, service culturel ou de loisirs, donc on parle souvent de patrimoine naturel, d'observation, de sensibilisation, de tourisme vert, mais il y a aussi
toute une part d'archéologie ou de paléoécologie avec, dans ces tourbes, elles ne conservent pas simplement la matière organique des plantes, elles conservent toute la matière organique qui tombe dedans. Et on a trouvé dans les années 50 cet homme qu'on a appelé l'homme de Tolun, qui a été découvert dans une tourbière du Danemark. Et quand il a été daté, alors là on voit bien son visage, hein, et les datations montrent qu'il est mort il y a 2400 ans. Donc vous voyez la capacité de préservation de ces milieux. Alors on ne voit pas très bien que c'est flou, mais on voit même la corde qu'il avait autour du cou. Il a vraisemblablement été pendu et ensuite jeté dans une tourbière. On a aussi, puisqu'il y a des gens qui l'ont autopsié, pu diagnostiquer, avec les restes contenus dans son estomac, la nature de son dernier repas. Voilà. Donc, un patrimoine archéologique important là-dedans. Et puis aussi, beaucoup d'archives écologiques, parce qu'on trouve plein de pollen et plein de plantes qui peuvent témoigner des environnements passés. Alors maintenant, quelques chiffres pour comprendre les zones humides et pourquoi elles sont importantes. Alors, ce n'est pas facile de vous présenter ces chiffres parce que selon les sources, ils peuvent varier. Et des fois, ils peuvent varier beaucoup. Donc, l'idée, c'est de regarder des fourchettes et puis d'essayer de retrouver les sources et de refaire soi-même les calculs. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce travail. Toutefois, quand on regarde un petit peu les enjeux qui pèsent sur les zones humides, on s'aperçoit qu'elles rentrent dans les indicateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des objectifs de développement durable, les ODD des Nations Unies. Donc, c'est des objectifs qui doivent permettre à l'humanité de continuer à survivre. Donc, vous avez par exemple l'ODD2 qui est limité. Vous voyez, j'ai ma feuille de pompe parce que je ne la maîtrise pas complètement. J'ai l'ODD2 qui doit limiter la faim dans le monde ou essayer de la réduire. L'ODD6 qui doit des objectifs pour améliorer la gestion de l'eau. L'ODD13, des objectifs pour limiter les changements climatiques. Et les zones humides rentrent dans 75, on va dire, sous-indicateurs dans ces ODD. Donc, ce n'est pas négligeable. On est face à un constat qui n'est pas terrible quand on s'intéresse à ces zones humides, puisque, selon les auteurs, on considère qu'entre 20 et 64% des zones humides ont déjà disparu dans le monde. Alors c'est dommage, parce qu'elles stockent à l'heure actuelle 550 gigatonnes d'équivalent CO2, donc ce qui est quand même pas mal. Et qui correspond à 20 à 30% du carbone stocké dans les sols, alors qu'elles ne couvrent que 3 à 5% de la surface terrestre. Donc c'est des milieux qui sont capables de stocker du carbone pendant longtemps. Toutefois, compte tenu des dégradations qu'il y a sur ces milieux, on les considère comme responsables de 5 à 10% des émissions de carbone mondiales. Pour la France, on voit que c'est pareil, les bilans varient un petit peu. Certains parlent de 50% de zones humides perdues ou dégradées. D'autres parlent de 62% des zones humides qui ne sont plus capables d'assurer leur service ou leur fonction. Certains mettent en avant, dans la bibliographie, simplement 6% des zones humides françaises qui sont bien conservées. Là où on est globalement d'accord, c'est que c'est des milieux riches en biodiversité, même si certains auteurs considèrent que 16% des espèces qui vivent dans les zones humides sont menacées. Encore une fois, c'est les territoires, alors je n'ai pas pu trouver les chiffres à l'échelle de la France, mais qui couvrent une surface réduite de territoire, par exemple la Franche-Comté, ici les zones humides couvrent 0,2% du territoire de la Franche-Comté, même s'il y a beaucoup de zones humides dans le Jura. Mais par contre, on se rend compte que ces zones humides représentent ici 68% des espèces de libellules, 20% des espèces de fleurs et 19% des espèces de papillons. Donc pas mal d'enjeux, que ce soit en termes de services rendus à l'être humain, de stockage de carbone et de biodiversité. Alors, elles n'ont pas la vie simple, puisqu'il y a beaucoup de pression
qui pèsent sur ces zones humides. Alors pendant longtemps, elles ont été l'objet d'extraction de tourbe. Donc là, c'est simple, hein, on détruit le milieu, on enlève tout, et puis on le fait sécher, puis on s'en sert pour allumer le feu. Une grosse menace, c'est le changement d'usage des sols et l'intensification des activités humaines, c'est-à-dire que les tourbières, par drainage et fertilisation, peuvent être transformées en culture. Alors ça, il y en a pas mal en France, hein, il y a beaucoup de champs. Si on creuse, dessous, on trouvera de la tourbe, et parfois sur une bonne épaisseur. C'est des milieux qui sont pollués de X ou Y raison. Pour X ou Y raison, alors un exemple un peu amusant, c'est que quand on fait des carottes de tourbe, on peut retrouver les pollutions au plomb d'origine romaine dans des sédiments anciens. Puis après, ça se tasse, et puis on voit le pic des années 1960 avec les voitures à essence. Puis quand même un peu avant, les pics qui sont liés à l'industrie militaire qui dégageait pas mal de plomb. On voit les pics pour les deux guerres mondiales. Ce sont des milieux qui peuvent être aussi menacés par une surfréquentation touristique, simplement par exemple le piétinement ou le dérangement des espèces animales, voire une surexploitation du point de vue de la chasse ou de la pêche. Ce sont aussi des milieux qui peuvent être mis en péril par des espèces exotiques dites envahissantes. Alors, ça se discute, mais on pourra en reparler, voire par les changements climatiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver ces milieux? Alors, aujourd'hui, il y a quand même une législation, une réglementation qui permet de protéger ces milieux, des programmes nationaux et européens, et pas mal de travaux de gestionnaires et de scientifiques. Ce qu'on avait mis en avant sur les sites sur lesquels on a travaillé, c'est que si on veut protéger une zone humide, il ne faut pas se contenter de préserver le site tout seul. Il faut aussi préserver son environnement. Alors ici, on propose de protéger les impluviums souterrains et superficiels, c'est-à-dire toute la zone d'influence sur laquelle la pluie va tomber et se diriger vers la zone humide. Alors, si vous vous rappelez, ça fait partie des deux types d'alimentation en eau, souterrain et superficielle. Donc, si on les favorise, on va permettre, en favorisant des entrées d'eau régulières et durables, on va permettre de pérenniser ces milieux. Et quand il s'agit d'une tourbière, il faut arriver à une saturation en eau d'au moins 9 mois. On peut aussi essayer de limiter les sorties en comblant les fossés de drainage, s'il y en a eu, parce que beaucoup de terrains ont été drainés, et ces fossés de drainage font baisser le niveau dans la zone humide. Donc si on les comble, qu'on remet les seuils, on peut augmenter le niveau dans les zones humides, et du coup faciliter le stockage d'eau dans la zone humide. Après, selon les sites, il peut y avoir des connexions hydrauliques qui peuvent être plus régionales à l'amont à rétablir. Alors pour une tourbière, il faut faire attention de ne pas apporter de l'eau qui est trop minéralisée ou trop riche en matière organique, puisqu'on va favoriser le maintien d'une zone humide. Par contre, ce ne sera plus une tourbière si il y a trop d'éléments, trop de nourriture en fait, dans ce type de milieu. On aura des espèces complètement différentes. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. Voilà pour la présentation des zones humides. La partie suivante essaye plutôt de vous présenter qu'est-ce qui va se passer pour les zones humides si on regarde un petit peu les scénarios de changement climatique. Alors, je ne sais pas si vous avez tout de suite des questions. Je peux répondre à quelques questions, mais je pourrais répondre à d'autres questions à la fin. Oui. Moi, j'avais une question. Vous disiez que certaines, il y a un moment où elles se dégradent, où elles n'auraient pas été entretenues, où il y a eu des fossés, à ce moment-là, il y a de la décomposition. Est-ce qu'on arrive à revenir en arrière? Est-ce qu'on peut, et sous combien de temps? C'est-à-dire que quand on comble les fossés, quand on les protège, est-ce qu'il y a des choses qui sont irréversibles, ou est-ce que finalement, si on arrive à protéger et à garder les alentours, on peut régénérer, et à quelle vitesse? À quelle vitesse? Ça va être plus difficile de répondre. Alors, est-ce qu'il y a des choses irréversibles? Oui. Toute la tourbe qui a été minéralisée ne pourra pas être retrouvée. Dans certaines archives, du fait des activités humaines, alors qui ne sont pas forcément des grosses activités humaines
où on a l'impression qu'elles sont très impactantes, mais comme quelques drains, un peu de pâturage avec du piétinement. On s'est rendu compte sur une tourbière sur laquelle on a travaillé, la tourbière du Luitel, qu'à un endroit de la tourbière, on avait, au départ, on pensait qu'on s'était planté quand on a analysé la carotte, parce qu'on avait l'impression qu'il nous manquait 1 mètre d'archives. Et puis, avec les datations, on s'est rendu compte que non, en fait, on avait juste perdu 1 mètre du fait de la décomposition de la tourbe. Donc, effectivement, une partie irréversible, quand la tourbe s'est minéralisée, ben, elle est déminéralisée. Après, il est possible, effectivement, si on arrête ces activités-là, comme sur la tourbière du Luitel, on s'est rendu compte que sur des secteurs qui avaient, alors que les pédologues parlent d'horizon assaini, quand on a la matière organique qui est transformée plutôt en un sol, comme on a l'habitude de voir, qui est très minéral, c'est des couches qu'on voit dans les carottes. Et on s'est rendu compte, au Luitel, en faisant nos carottes, que sous 10 cm à peu près de tour basse-feigne, on avait cet horizon-là qui persistait. Donc ça veut dire que depuis que ces activités se sont arrêtées, à certains endroits, la tourbe a pu recommencer à être fabriquée. Alors on parle de turfigénèse, c'est le mot un peu scientifique pour parler de ce phénomène. Et là, donc en l'espace de peut-être donc ils ont dû arrêter, je crois que ça s'est arrêté dans les années 50-60, puisque le Luitel est la première réserve naturelle de France en 1960. Donc depuis les années, on va dire 60, ça fait en 80 ans, à certains endroits, il y a 10-15 cm de tourbe qui s'est formée. Alors attention, c'est de la tourbe encore bien fraîche, bien fibreuse. Sinon, quand elle se tasse un petit peu quand même, je crois que les vitesses d'accumulation de tourbe, selon les tourbes et selon les endroits, ça oscille entre 1 à 3 mm par an dans la biblio, il me semble. Donc ça peut être relativement rapide à certains endroits, mais si on pense à une accumulation sur un temps long, 1 mm par an, on n'est pas... voilà. Ça peut être un peu long. Alors ensuite, vous vous rappelez, ces zones humides, pour qu'elles puissent exister, il faut de l'eau. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de vous présenter un petit peu ce que les climatologues qui font de la simulation climatique prévoient dans leurs différents scénarios pour le futur. Donc ici, je vais vous présenter des données donc, de Météo France et d'un autre organisme dont j'ai oublié le nom, le Cerfax, voilà, qui font de la modélisation, à une maille de 12 km par 12 km. Alors vous allez me dire, c'est large, mais bon, avant c'était, je crois, 150 par 150, puis ils sont descendus à 50 par 50, 12 par 12, donc il faut des gros ordinateurs pour que le calcul puisse se faire assez rapidement. Donc pour chaque maille, on va avoir une valeur qui va être prédite en fonction d'un scénario. Donc ça va être une quantité de pluie, une température, une évapotranspiration. Et ici, donc Météo France a retenu 4 scénarios qui sont fonction de la teneur donc, en CO2 de l'atmosphère, donc qu'on mesure en ppm. Ce sont des parties pour million, ce qui doit correspondre à, si je ne dis pas de bêtises, des grammes par kilo, ou des milligrammes par litre, plutôt, des milligrammes par litre, les ppm. Ici, Météo France nous propose 4 grands scénarios, ici, en fonction, on voit ici, de l'évolution des teneurs en carbone. Alors aujourd'hui, on est à peu près, je crois, à 420 ppm de carbone dans l'atmosphère. En 1850, il me semble qu'on était à 280 ppm. Et à la fin de la dernière glaciation, on était à 190 ppm. Donc il y a une relation qui est faite entre augmentation de la température et augmentation des teneurs en carbone. Et on a ici 4 scénarios représentatifs où plus on augmente la teneur en CO2 dans l'atmosphère et plus la température va augmenter. On voit ici pour le scénario RCP 8,5, on peut aller jusqu'à une augmentation de la température de presque 6 degrés par rapport aux valeurs actuelles. Alors ces valeurs actuelles sont calculées ici sur une période de référence pour pouvoir comparer les choses. Et cette période de référence, elle est prise sur une période de 30 ans
Donc, Météo France considère qu'il faut 30 années de données pour construire une normale sur la période 1976-2005. Donc, c'est par rapport à ces données, ces observations, qu'on va pouvoir dire s'il fait plus chaud par rapport à les références, s'il fait plus froid, s'il y a plus de pluie, s'il y a moins de pluie. Voilà, c'est important d'avoir une référence pour comparer les choses. Et puis, vous avez sans doute remarqué qu'on voit plein de traits dans tous les sens. C'est parce qu'ils font plein de simulations. Et ici, par exemple, c'est une simulation sur un écart par rapport à la température moyenne, par rapport au scénario 8,5. Et on voit qu'on a comme une sorte de fuseau de résultats. Alors, on a des résultats ici qui vont être, on va dire, en quelque sorte, à minima. Alors, c'est ce qu'on appelle le centile 5. Et des résultats à maxima, qu'on appelle le centile 95. Et selon ce scénario, la vérité devrait se trouver quelque part dans ce fuseau-là, si tant est qu'ils aient arrivé à simuler la vérité. Puisque, comme on dit souvent, tous les modèles sont faux, ils sont par contre très utiles pour réfléchir à la manière d'envisager le futur. Et puis, vous avez ici la moyenne, ou la médiane, qui est la trajectoire la plus probable pour la température. Donc, toutes les cartes que je vais vous montrer après vont vous montrer donc des prévisions pour ces 4 scénarios. Alors c'est facile, hein. Celui qui a le chiffre le plus faible à 2,6 est le moins impactant, et plus on le croit, plus c'est impactant par rapport à la température. Plus la température moyenne va augmenter. Alors un premier truc qui nous intéresse, c'est la température. Donc ce qu'on voit ici, c'est que pour tous les scénarios, donc le moins impactant à 2,6 ici, le plus impactant à 8,5 là, pour l'endroit où on se trouve dans le panache, donc la médiane est ici, le scénario maximum est là, on voit que la température, quoi qu'il arrive, pour tous les scénarios et pour tous les cas, va avoir tendance à augmenter pour la France. Alors, sans rentrer dans tous les détails, hein, parce que de toute façon, moi je ne suis pas climatologue, c'est des éléments dont je me sers. Ce qu'on voit quand on regarde ça, c'est que pour tous les scénarios, la température augmente. Si on regarde un petit peu plus les tendances saisonnières, on se rend compte qu'elle augmente surtout en été. Et malheureusement, pour le coin de Tignes, les températures vont augmenter relativement plus sur les massifs montagneux en France, donc les Alpes et les Pyrénées. On voit ici des taches plus sombres, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, des taches un peu plus sombres sur les massifs selon certains scénarios. Alors ça, pour nos zones ce n'est pas terrible parce que ça va augmenter l'évapotranspiration, donc augmenter les pertes d'eau, et puis ça risque d'augmenter aussi la température de l'eau et du sol, ce qui peut avoir un impact sur la biodiversité qu'hébergent les zones humides. Donc premier paramètre, pas très favorable pour les zones humides. Le deuxième paramètre, c'est l'écart des cumuls de pluie. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on se retrouve dans une zone de transition en France, et les gens qui ont fait les modélisations nous mettent en garde par rapport aux fortes incertitudes sur ce type de modèle-là. Ce qu'ils ont tendance à montrer, c'est qu'on risque d'avoir plus de pluie sur certains scénarios sur le nord de la France et moins de pluie sur le sud de la France. Après, quand on voit où est positionné Tignes, c'est ce trait qui montre la latitude, donc on va être juste là, on voit qu'on est à la limite entre les deux scénarios. Donc ça, c'est un petit peu qui tout double. Donc s'il y a plus de pluie, ce sera bien pour les zones humides. S'il y a moins de pluie, ce sera pas terrible. D'autant qu'on risque d'avoir, si on regarde les modulations saisonnières, une tendance à la baisse de pluie en été, ce qui est aussi défavorable aux zones humides, puisque c'est là qu'elles vont manquer le plus d'eau. Donc deuxième paramètre, pas très favorable pour les zones humides, puisqu'on va avoir au global, si on est dans la moitié sud, moins d'eau qui va tomber au total, et puis vraisemblablement moins d'eau en été. Alors l'Agence de l'eau a essayé de construire des cartes thématiques sur le bassin RMC avec les scénarios de changement climatique, et puis a essayé de regarder
un petit peu territoire par territoire, bassin versant par bassin versant, leur vulnérabilité. Alors sachant que les valeurs qui retiennent à l'horizon 2050 sont celles-là, une augmentation de température de 2,3 degrés, moins de précipitations en été, un peu plus en hiver, presque plus de neige, recul des glaciers et des milieux aquatiques qui vont être globalement fragilisés du fait du réchauffement et de l'assèchement des habitats. Alors, j'ai essayé de faire des petits zooms, alors c'est pixelisé parce que c'est juste des zooms de capture d'écran, sur le secteur de Tignes, alors qui se situe par ici, ça doit être, ici on a l'Isère, là on a l'Arc, et donc Tignes se situe par là. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le bassin vers le haut, enfin la tête de bassin versant de l'Isère, est qualifiée avec une vulnérabilité modérée en ce qui concerne la disponibilité en eau, donc essentiellement pour les usages humains. Donc ça contraste quand même pas mal par rapport au reste de la carte où, surtout dans la partie sud, hein, on a des vulnérabilités qui sont très élevées. Pour les zones humides, c'est moins bon. On les a ici en orange, donc une vulnérabilité forte concernant donc, la perte de biodiversité des zones humides. La situation au global n'est pas terrible non plus sur le bassin versant du Rhône. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est la synthèse du comité de bassin qui est sortie en 2024. Donc vous pouvez regarder ça et vous aurez plein de détails et plein d'explications sur ces cartes. Alors ce qu'on voit, voilà, c'est que c'est pas terrible l'avenir pour les zones humides. Alors toutefois, si on revient un petit peu en arrière et qu'on regarde comment c'était en France il y a 20 000 ans. Alors là, c'est un exemple, alors c'est sur une autre station, c'est pas sur Tignes, c'est du côté de Champs-Rousse, dans l'Isère. Parce que j'avais pas mal d'éléments sur la tourbière du Luitel sur laquelle j'ai travaillé, donc j'en profite pour vous les présenter. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 20 000 ans, à l'endroit où il y a notre tourbière, il y avait un gros glacier qui a commencé à fondre. Et puis, il y a à peu près 10 000 ans, il a laissé quoi? Il a laissé un relief hérité, avec des creux et des bosses. Il a laissé aussi, en fondant, des éléments très fins, qu'on appelle des farines glaciaires, qui ont vraisemblablement colmaté le fond de ces cuvettes, ce qui a permis l'installation de lacs. Il y a 4 000 ans, on voit que la tourbe commence à se développer. Alors ici, elle se développe, on voit en surface, on appelle ça des tremblants, c'est des radeaux flottants de tourbe. Donc la tourbe se développe en surface et puis va avoir tendance à s'épaissir pour arriver à l'état d'aujourd'hui où on voit que 2 des cuvettes sont entièrement remplies de tourbe, une autre est en train de se remplir et on voit, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'une tourbière bombée ici s'est installée à la surface du système. Alors tout ça, on le sait parce qu'on a fait des carottes. Donc, la carotte a été faite ici, elle fait à peu près 11 mètres. Elle a été datée au carbone 14. Et on voit que depuis 15 000 ans, le milieu de vie ou les habitats ont évolué à la tourbière du Luitel. On voit qu'au départ, si j'arrive à viser, voilà, on a beaucoup de gythia. Donc c'est un mélange de matière organique et des composés et de matières minérales, donc des argiles ou des sables. Les pédologues, en général, quand ils analysent leurs carottes de tourbe, en goûtent un petit peu. Si ça craque sous la dent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de minéraux. Si ça ne craque pas du tout, on peut s'attendre à avoir une tourbe qui est plus organique. Bon, alors j'ai goûté, c'est pas terrible. Donc on voit qu'au départ, le système a un fonctionnement qui devait être très lacustre, avec vraisemblablement des apports des bassins versants qui venaient combler les lacs de matière minérale. Et puis, à partir de 7400 ans, on voit qu'on a des tourbières qui commencent à se former, puis à 5700 ans, de nouveau une phase lacustre, alors vraisemblablement une période plus humide, qui a changé les conditions de milieu. Par contre, depuis 4500 ans,
que de l'accumulation de tourbe, jusqu'à arriver à 11 mètres. Donc ça veut dire que sur les zones qui sont en train de se transformer, sur les sommets de la station, les endroits où les glaciers fondent, de nouveaux milieux vont être créés, un peu comme ça s'est passé donc quand même 2000 mètres plus bas, parce que le Luitel c'est à 1800 mètres, je crois, voire même peut-être 1300, il y a à peu près 20 000 ans. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des milieux qui ont pas mal évolué depuis les derniers millénaires et qui vraisemblablement devraient évoluer encore, surtout s'ils sont privés d'eau. Alors j'en ai presque terminé, alors prenez pas peur, Jordan m'a rajouté une dernière diapo. C'est pour essayer de relativiser un petit peu la teneur en carbone qu'il y a dans les tourbières. Au Luitel, c'est des résultats qui sont tout neufs, c'est pour ça que j'ai besoin de ma petite feuille. On a estimé qu'on avait 275 000 m3 de tourbe pour 9 hectares. On estime sur ces 275 000 m3 de tourbe qu'on a environ 20 000 tonnes de carbone, soit 74 000 tonnes équivalent CO2. Ça veut dire que la tourbière, en 4500 ans, elle a stocké 16,4 tonnes de CO2 par an. Alors quand on regarde par rapport à ces chiffres, où là on est en gigatonnes, donc en milliards de tonnes, sur ce petit système, ce n'est pas grand-chose. Toutefois, tout à l'heure je vous ai dit que le stock de carbone dans les tourbières était d'environ 550 gigatonnes. Donc ça va se situer ici. C'est quand même pas négligeable, c'est quand même un gros stock qui, s'il est déstocké rapidement, peut poser des problèmes. Peut-être que vous avez suivi aux infos des problématiques qui parlent de la fonte du permafrost et du dégazage de carbone dans ces milieux-là. En fait, le gel a un peu le même effet que de l'eau acide et peu oxygénée, c'est le gel c'est encore pire, il arrête la décomposition de la matière organique. Donc si on a un dégel, on va avoir une augmentation de la matière organique. Alors juste les informations que je devais vous faire passer, c'est que la biomasse ici représente un cycle qui s'équilibre à peu près 60 gigatonnes par an en perte ou en stockage. L'océan est aussi un gros réservoir qui lui aussi a tendance à s'équilibrer entre évaporation et dissolution aux alentours de 90 gigatonnes par an. Et c'est des systèmes qui sont un petit peu équilibrés. Ce qui va entraîner un déséquilibre, finalement, c'est notre consommation de carbone fossile, où, si on regarde les chiffres, chaque année, l'ensemble des hommes émet 8 gigatonnes de CO2 par an. Et si on n'infléchit pas cette trajectoire, c'est ces émissions qui vont conditionner le scénario dans lequel on va se retrouver, l'un des 4 scénarios que je vous ai présentés précédemment. Alors c'est un graphique un peu barbare, mais par contre qui donne une belle image des grands volumes et des flux de carbone. Alors en attendant, vous pouvez aller voir peut-être ce que c'est qu'une zone humide si vous n'êtes pas familier de ces milieux. Alors j'ai fait une petite recherche, je suis tombé sur un document là, du PLU de Tignes qui recense les zones humides qui sont ici et les tourbières. Donc il y a pas mal de sites sur lesquels on peut aller voir les plantes, les animaux. Alors attention, c'est des milieux fragiles et protégés. Donc quand on y va, il faut y aller dans le respect du milieu et de la réglementation, bien entendu. Les 2 tourbières sur lesquelles on a travaillé, le Luitel et Frasnes, donc il a fallu que nous qu'on fasse des dossiers pour avoir l'autorisation d'y faire des expérimentations scientifiques. Notamment le Luitel qui est réserve naturelle nationale, c'est un dossier qui est instruit en préfecture. C'est un peu lourd, mais c'est nécessaire pour s'assurer de la bonne conservation des milieux. Voilà, je vous laisse sur quelques images de notre travail. Alors vous voyez, on a un dur métier. On fait de la raquette dans la neige, on se balade dans les zones humides, donc c'est les bons moments du terrain qu'on a pu faire avec les collègues.
Si vous êtes intéressé, alors je ne sais pas si le PowerPoint sera diffusé, mais j'ai mis quelques références à la fin. Et alors je vous ai mis le lien du live Tourbière du Jura, où vous avez tout un retour d'expérience sur des années et des années de restauration de tourbières, avec un truc qu'ils ont fait qui était super, que j'ai trouvé d'être un peu assez relativement sur deux, c'est qu'ils ont mis tous les fails, tous les échecs de réhabilitation ou de restauration. Et du coup, ils essaient d'expliquer pourquoi, enfin, les erreurs à ne pas faire, et si on les fait, comment essayer d'y remédier. Il n'y a pas beaucoup de livres en langue française sur les tourbières. Donc celui qui fait référence, si vous êtes intéressé par les tourbières, c'est celui d'Olivier Manville, aux éditions de Lachaud et Nestlé, qui est très très bien pour rentrer dans le sujet. Un certain nombre de figures que je vous ai présentées, elles sont issues de ce livre. Et vous avez des livres beaucoup plus récents, donc d'un prof de l'université de Saint-Étienne, Hervé Cubizol, qui a écrit, là il ne doit pas être très loin de la retraite, donc il a beaucoup écrit, et qui a écrit pas mal de choses pour compléter, on va dire, son œuvre sur les tourbières. Et puis, je pense qu'il y aura cet atlas en 2025, aux éditions Biotop, normalement, qui devrait être vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent aux tourbières.